Donc voilà, on a accumulé déjà beaucoup de savoir et d'expérience, donc qui était fort intéressante. On est venu faire preuve de sobriété. Je vais commencer les questions peut-être en me tournant vers Jean-Claire, donc en posant cette première question déjà par rapport à la prise de décision, comment et pourquoi on fait le choix de déléguer la compétence éclairage public. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'organise et comment ça se passe? Sans lien avec l'extinction forcément. Alors j'y reviendrai juste après. Oui, ouais, très rapidement, puisqu'il y a beaucoup d'élus dans la salle qui savent qu'on a fait de nombreuses réunions d'information là-dessus. Donc le transfert de compétences à la Fédération d'énergie, ça se traduit par une première délibération de principe. Ensuite, il y a un inventaire qui est réalisé par un bureau d'études spécialisé qui permet d'avoir la localisation précise des points lumineux, leur constitution, la localisation du réseau, le géoréférencement du réseau, de façon à avoir la donnée exhaustive du patrimoine communal qui pourrait être transféré. Avec cet inventaire, il y a bien entendu associé le calcul de ce que la contribution représentera pour la commune, qui est fonction du nombre de points lumineux et de la qualité de ces points lumineux. Et puis ensuite, en fonction de tout ça, la commune décide définitivement de transférer la compétence par une deuxième délibération avec un acte comptable de transfert de patrimoine et le service qui va démarrer en janvier 2015. Pour les premières communes qui ont transféré la compétence, ce service démarre ensuite à ce moment-là. D'accord. Et alors justement, donc la fameuse question justement de la décision de l'extinction, est-ce que c'est quelque chose qui au sein du syndicat voilà, est de fait organisé, on fait comme ça, on procède exactement de la même manière partout, tout le temps? Non, pas du tout. Non, comme l'a dit Madame Lenoir, c'est une décision qui relève du pouvoir de police du maire. Donc c'est le maire qui décide. Alors bien entendu, beaucoup de choses ont été dites déjà, je ne vais pas les répéter, mais en relation avec les habitants et puis surtout avec le conseil municipal. Mais c'est certainement pas le syndicat départemental qui va dire au maire vous devez éteindre, vous ne devez pas éteindre. Par contre, ce qu'on peut dire au maire, et ça sera l'objet certainement des relations qu'on aura avec les communes qui ont transféré, c'est votre éclairage public que vous nous donnez, il n'est pas dans un super état. Vous avez vu tout à l'heure, Cyril a cité l'exemple des sources énergivores qui représentent plus de 30% du patrimoine des communes concernées. Ces sources énergivores, elles sont supprimées à partir de l'année prochaine. Et bon, il y aura certainement encore un petit délai de latence, mais on ne peut pas les changer comme on a fait pour les lampes à incandescence dans les habitations où il suffit de changer l'ampoule. Là, ces lampes-là, il faudra non seulement changer la lampe, il faudra changer aussi le luminaire. Et à changer le luminaire, bien sûr, il faudra faire des choses un peu plus performantes que ce qui a été fait jusqu'à présent. Puis, il n'y a pas que ces 30% de sources énergivores. Dans les 70% qui restent, il y a tout un tas de lumières qui sont des sodiums, en général des sodiums haute pression, donc c'est des lumières orange que vous avez partout en France. Et dans ces luminaires-là, il y en a un certain nombre qui sont parfaitement inefficaces, notamment les boules, comme ça a été montré plusieurs fois dans cette soirée. Et ces luminaires-là aussi, il faut les changer à terme. Donc on mettra en place des programmes de substitution de tous ces luminaires vétustes ou consommateurs d'énergie, et on les remplacera par des luminaires beaucoup plus performants qui vont rabattre la lumière vers le sol, et en particulier, puisque l'occasion que tu me donnes, je la prends, en particulier, on met l'accent maintenant essentiellement sur les luminaires à LED, parce qu'ils présentent beaucoup d'avantages. D'abord, ils sont beaucoup moins énergivores que les autres. Les luminaires à LED fonctionnent à 35 watts, à 50 watts, à 70 watts, parfois au-dessus, mais très rarement, et ils sont très performants en qualité d'éclairement. Et puis, ils ont des qualités que n'a aucun autre système, c'est-à-dire on peut les éteindre et les allumer instantanément. Donc, ils peuvent être couplés à des détecteurs de présence, qui dans certains endroits ruraux est très intéressant, permet d'allumer uniquement quand il y a quelqu'un et pas autrement. Et puis on peut également diminuer la puissance de l'ordre de 10 à 15% de leur capacité nominale, et on y voit quand même suffisamment pour se déplacer et ne pas avoir le sentiment d'insécurité qu'on évoquait tout à l'heure. Donc dans certains cas de figure, c'est aussi très intéressant de pouvoir utiliser ces luminaires-là. Alors on est rentré un tout petit peu dans la technique, mais effectivement, dernière petite question, et puis après je laisserai la parole à la salle. Techniquement ou pratiquement, si on fait le choix d'une extinction, quelles sont les préconisations ou les modalités
Alors si on fait choix de l'extinction, donc l'essentiel, et Aude l'a rappelé, c'est l'arrêté municipal. Hein. Donc il faut informer la population, éventuellement faire un petit recensement de ce qu'en pensent les gens, avant et éventuellement après. Donc ça c'est très important. Prendre cet arrêté, délibération concomitante, c'est pas obligatoire, mais c'est préférable, comme ça on prouve que le conseil municipal est d'accord avec le maire. Il y a un aspect aussi qu'il faut faire dans l'information qui n'a pas été cité jusqu'à présent, c'est qu'il faut quand même informer les gens du respect du code de la route, hein, puisque le code de la route dit que sur une chaussée, pourvu ou non d'éclairage public, c'est l'article R416-12, sur une chaussée pourvu ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec leur feu allumé à l'avant et à l'arrière et la plaque d'immatriculation arrière. Et il dit aussi que, l'article un peu suivant, en agglomération, tout véhicule à l'arrêt peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante. Donc quand il y a un éclairage public, pour faire clair, un éclairage public qui fonctionne, il n'y a pas besoin d'éclairer les voitures. Si on éteint, on n'est plus dans cet article-là, on est dans l'article précédent, et normalement les voitures doivent être éclairées. Voilà, donc il faut le savoir. Ça n'influera pas, ça ne remontera pas au maire, surtout s'il l'a dit, hein, puisque c'est un problème de comportement individuel des automobilistes. Hein. Mais c'est pas forcément simple à expliquer. Pour le reste, donc les arrêtés municipaux, on est là pour donner des modèles, bien entendu, aux maires qui le souhaitent. On le fait d'ailleurs sur les 70 communes qu'a cité M. le maire de la Bastide du Vert. Il y en a un certain nombre d'arrêtés qui ont été pris sur des modèles de la fédération. Et de même pour les délibérations, et on est là aussi pour expliquer, s'il le faut, en conseil municipal, les avantages et les intérêts de chaque système. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ce que je vous propose, c'est d'en prendre quelques-unes, et puis comme ça, on pourra questionner notre panel qui aura toutes les réponses. Oui? Daniel Sergent d'Ouel. Que pensez-vous des éclairages de gradation? Est-ce que le coût est supérieur et est-ce que l'efficacité est bonne? Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions que je prends où on répond directement? Est-ce qu'il y a donc l'éclairage à radiation? Donc, sur les solutions techniques et économiques, est-ce qu'on a des choses arrêtées ou est-ce qu'on a un modèle d'éclairage ou de spot qui fait foi et qu'il faut mettre partout, ou comment on voit la chose? Non, il y a plusieurs techniques. Cyril pourra peut-être compléter ce que je vais dire. En dehors de la LED, hein, qui est un système très particulier, tout ce que j'ai dit sur la LED, je ne l'aurais pas dit il y a 2 ans. Hein. La recherche et développement sur les LED prend l'essentiel, à 100% des recherches et développements des fabricants de luminaires aujourd'hui. Hein, tout se passe là-dessus, et donc l'évolution est très rapide. Et il y a 2 ans, je n'aurais pas pu vous dire, eh bien, on peut fonctionner à 10% pour l'éclairage public. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, en dehors de ces aspects de LED, la gradation sur les luminaires existants, comme vous avez dans la départementale qui traverse Douel, l'éclairage de Douel a été fait si je me souviens bien, entre 95 et 98. Ça a été les tout premiers éclairages à iodure métallique à brûleur céramique, donc avec une teinte, ce qu'on appelle un rendu des couleurs assez chaud, de façon à ce que ça soit sympathique dans la traversée. Au début, ça a été mis à 150 watts, maintenant c'est des 70 watts. Et pour autant, on a toujours l'impression que ça éclaire trop d'ailleurs, hein, sur la traverse de LED. Alors je ne dis rien parce que j'ai fait partie des concepteurs du projet à l'époque. Mais on doit pouvoir peut-être graduer encore un peu plus, donc la graduation est intéressante et elle peut se faire de différentes façons. Alors une petite précision technique, c'est vrai qu'avec la LED, on pourrait presque avoir une gradation de 0 à 100%, ce qu'on ne peut pas avoir avec les autres sources d'éclairage public, parce que ce sont des sources, ce sont des lampes à décharge, et qui peuvent être graduées dans une certaine limite avant le décrochement de ces lampes. Voilà. Donc là, je pense que la meilleure gradation qu'on puisse faire, et la démonstration a été faite par Aude tout à l'heure, c'est peut-être au moment du remplacement des lampes de mettre des puissances largement inférieures et qui ont des efficacités tout aussi intéressantes. Et c'est effectivement ce qui a été pratiqué sur Douel. Il n'y a pas de gradation, mais c'est simplement une adaptation des sources en faisant du remplacement de lampes qui a permis justement de limiter à la fois la puissance consommée, mais aussi l'éclairement qui était
vraiment du suréclairement il y a 2 ans. Quoi. Il y a des systèmes de radiation qui existent, qui fonctionnent bien sur le sodium, moins bien sur les iodures, et pas du tout sur les lampes vapeur de mercure, les lampes blanches blafardes. Là, on ne peut absolument rien faire dessus, si ce n'est les changer, les supprimer et les changer. Juste rajouter une petite chose par rapport au LED. J'en disais beaucoup de bien, hein. Au niveau de la consommation électrique, c'est très bien. Il y a juste encore aujourd'hui un problème qui est assez grave, je dirais important, c'est que il y a encore 10 ans, 15 ans, les LED, elles étaient rouges. Parce qu'on ne savait pas faire des LED autrement. Aujourd'hui, on arrive à faire un matériau phosphorescent qui permet d'avoir une lumière blanche au niveau de la LED. Et le gros problème aujourd'hui de la LED, c'est qu'elle émet dans le bleu, et elle le met dans des bleus qui sont très impactants pour notre cycle de la mélatonine notamment. Si vous regardez les dernières études des dernières années, on s'aperçoit que les enfants, les adultes qui utilisent un écran à LED, par exemple, les écrans d'ordinateur, les tablettes, les téléphones, avant d'aller se coucher, le fait que ces LED éclairent et donnent dans toute la lumière qu'elles émettent, il y a une lumière bleue qui est très spécifique et qui gêne beaucoup la sécrétion de cette mélatonine. Quand vous allez vous coucher après avoir fait 1 heure, 2 heures, 3 heures de tablette, d'ordinateur, eh bien vous avez complètement bloqué cette sécrétion de mélatonine et elle n'arrivera que longtemps après. Et ça explique aujourd'hui beaucoup de problèmes des adolescents qui sont beaucoup sur leur téléphone. Et cette LED, je pense que les progrès sont énormes aujourd'hui. Depuis quelques années, on a véritablement un spectre lumineux qui commence à se resserrer. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que ce spectre lumineux se resserre au niveau du bleu pour que cet impact et ce problème de couleur ne soit pas dangereux à la fois pour nous, mais aussi pour la biodiversité. Vous mettez une LED à luminosité identique et une lumière, je dirais, assez basique, chaude, c'est-à-dire qui va éclairer plus dans les rouges ou les jaunes, eh bien les insectes seront beaucoup moins attirés par ces lumières-là que par les LED. Cette teinte bleue allant dans l'ultraviolet est très impactante par rapport à cela. Mais voilà, on n'est qu'au tout début. Donc je répondrai tout de suite à Philippe, puisqu'il parle justement du spectre de fréquence des LED. Donc là, on arrive maintenant quand même avec le progrès à avoir des températures de couleur qui tendent vers le bas, donc à 3000 degrés Kelvin, on y arrive facilement. Donc je pense que ça pose plus de problèmes de ce côté-là. Alors ma question elle va être posée plutôt sur ce qu'on appelle le relamping. Donc il y a beaucoup de communes, alors pour les communes qui ont des candélabres qui sont assez vieux, je pense qu'il faut revoir effectivement le candélabre dans sa totalité, mais je pense aux communes qui viennent de faire les travaux d'éclairage public ou que les candélabres ont moins de 10 ans, je pense qu'on pourrait peut-être là, entre parenthèses, disons, reconditionner le candélabre, et parce qu'il existe aujourd'hui des lampes à LED qui le permettent. Et donc il y a des lampes maintenant, même des nouvelles lampes qui sortent et qui ont des puissances énormes, qui arrivent jusqu'à 200 watts. Donc ça correspond, bon alors après il faut voir les études, à 450 watts d'une lampe normale. Et ce que je voulais dire, c'est je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à cette solution dès le départ et même faire des essais, quoi. Alors je pense notamment à la Fédé ou à Quercy Énergie pour faire ces essais, quoi. Et en plus c'est des LED, les dernières LED sont ce qu'on appelle liquides. Elles sont à l'intérieur de l'huile synthétique qui permettent de les refroidir, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, à certaines puissances, ça chauffe et ça permet, ce liquide-là, de refroidir la diode et en plus de diffuser un peu mieux la lumière, quoi. Voilà. Merci. Donc, bon, déjà des questions poussées techniquement. Une technologie, effectivement, il y a 10 ans, la LED, on ne savait pas trop où on allait. Effectivement, on a fait de certains progrès. Alors, je vais répondre. Si, ça fonctionne.
fonctionne. Je vais répondre de manière peut-être assez simple pour pas trop rentrer dans la technique. Simplement de dire, bon, pour les luminaires qui ont moins de 10 ans, a priori, ils ne sont pas concernés par le changement de type de source pour des lampes non efficaces, parce qu'ils sont déjà équipés en sodium ou iodure. Pour ce qui est des luminaires LED, effectivement, on va, et on l'a dit plusieurs fois, de plus en plus s'orienter vers ce type de luminaire. La technologie progresse énormément en ce moment, mais vous savez qu'un éclairage public il est installé pour 25 ou 30 ans. Et on ne peut pas jouer les apprentis sorciers par rapport à des technologies émergentes dont on ne sait pas quelles vont être leur durée de vie. Donc les constructeurs travaillent activement sur le sujet en proposant des luminaires de plus en plus efficaces, mais il y a constructeurs là aussi et constructeurs. Il faut savoir que dans le domaine de la LED, on a vécu une véritable révolution industrielle. Jusqu'à maintenant, les lampes d'éclairage public et les lampes en général étaient principalement réalisées et fabriquées en Europe. La LED, et ça tend à évoluer, aujourd'hui est principalement fabriquée en Chine. Et on peut avoir le meilleur comme le pire. Quand il s'agit de deniers publics, il n'est pas question, encore une fois, d'installer n'importe quoi, au risque d'avoir du matériel qui finalement ne fonctionne plus au bout de quelques années. Donc on prend du recul par rapport à ça, on suit attentivement, en particulier avec le laboratoire Laplace de Toulouse, qui est un laboratoire qui est spécialisé dans la physique des plasmas et encore plus particulièrement dans le domaine des sources d'éclairage, pour voir exactement ce qu'il y a lieu de faire dans l'avenir sur ce matériel d'éclairage public. Merci. Je voulais profiter qu'on ait Aude aussi à la table ronde pour poser une petite question et revenir aussi à justement, comment on aborde cette question d'extinction en milieu de nuit, de savoir si dans les communes accompagnées, dans le Puy-de-Dôme, il y avait des communes, des élus qui étaient réticents, qui avaient peur, qui ne savaient pas comment ça allait être interprété, tout ça. Et qui finalement, comment s'est passée la décision, le passage à l'acte et le ressenti d'un point de vue de l'élu puis d'un point de vue de la commune. Est-ce que tu peux nous parler un peu du ressenti des élus justement là-dessus? Oui, en fait il a fallu du temps. Vous m'entendiez pas? Ils sont super attentifs. En fait, il y a nécessairement besoin de comprendre la problématique. Et la chance qu'on a avec l'éclairage public, c'est qu'on a plein de cordes à notre arc pour permettre à chacun de venir avec l'un ou l'autre des arguments, qu'ils soient économiques, énergétiques, environnementaux. Enfin, il y a 1000 façons de trouver finalement une logique à travailler sur cette question-là. Après, la meilleure presse, le meilleur bouche à oreille, la meilleure façon de convaincre un élu, c'est de lui faire rencontrer un élu qui l'a fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a effectivement multiplié des réunions avec, à la tribune, des élus qui racontaient qu'il y a 6 mois, ils avaient mis en place l'extinction, et que la ville n'était pas à feu et à sang, et que les voitures avaient été prises. Parce qu'effectivement, le code de la route est une question que vous avez mise en avant, et c'est très très logique. On a posé la question à la police, qui nous a dit, écoutez, le code de la route a bien vieilli sur ce sujet-là, et si les voitures sont stationnées à des endroits qui sont sécurisés, on peut légitimement laisser les systèmes éteints. Alors seulement, ils ont répondu que les systèmes de voitures modernes ne pouvaient pas laisser la lampe allumée, et je lui ai dit que ma voiture était vieille, et que moi je pouvais. Donc voilà. En gros, ce qui fonctionne, c'est que de l'autre côté du pont, ça a marché, et que du coup, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions à ça? Oui, tout là-bas. Merci. Oui, bonjour, Pierre Verdier, Martel. J'ai une question, mais une question qui s'adresse aussi bien à FDEL qu'à Quercy Énergie, à savoir entre le moment où on contractualise avec vous et le moment où on peut enfin effectivement avoir cette extinction en milieu de nuit, ce à quoi je milite au niveau de ma commune d'ailleurs, avec quelques difficultés. Combien de temps s'écoule-t-il? Est-ce que c'est quelques mois? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans? Dites-moi un petit peu ce qu'il en est.
Et puis, ceci dit, quand même une remarque, juste là, par rapport au très bon exposé, en particulier notamment la réglementation, une remarque qui consiste à vous donner peut-être une information complémentaire, parce que comme ça m'intéressait cette question, je me suis pas mal documenté il y a quelques mois, et puisque effectivement ce problème de réglementation en matière d'éclairage public est délicat, il y a deux réponses du ministère de l'écologie. La première qui date du 4 avril 2013 suite à la question du député Bernard Fournier du 12 juillet 2012 sur justement tous les aspects réglementaires. Ils ont mis à peu près presque 9 mois pour répondre, mais la réponse est extrêmement intéressante et documentée. Et au niveau du Sénat, il y a aussi d'ailleurs une sénatrice, Madame Giudicelli, qui avait posé une question encore plus spécifique, toujours pour le domaine rural, quant à la possibilité d'éteindre une route départementale qui traverse un bourg rural. Et là, pareil, en fait, la réponse qui a été publiée au journal officiel donc, du 2 mai 2013 donne tous les éléments de réponse, et en particulier le fait que la commune ne peut le faire que si il y a accord du Conseil général. Donc il y a une demande et un accord spécifique du Conseil général. Voilà pour quelques informations complémentaires, mais j'attends les réponses de l'AFDEL et de Quercy Énergie à ma question. Merci. Alors, en ce qui concerne les délais, M. Verdier, de transfert de la compétence, vous avez vu qu'elle se fait en 2 temps et que donc il y a un travail d'inventaire sur lequel il y a forcément un délai de quelques semaines à respecter. Ça a été assez long au départ parce qu'on a mis en place ce système, on ne voulait pas faire d'erreur. Maintenant, c'est bien rodé, donc les choses... Cyril, je ne sais pas, peut-être un mois d'inventaire, 1 mois et demi d'inventaire, quelque chose comme ça. Et hop. Ouais, ça dépend du nombre de points lumineux du travail à faire. Et ensuite, en ce qui concerne le délai de mise en place de l'extinction, mais ça c'est complètement indépendant du transfert de la compétence à la fédération, puisque c'est, comme ça a été dit, un pouvoir de police du maire qui est concerné. Et donc ça peut être fait de façon indépendante et très rapidement, avec les précautions qui ont été indiquées tout à l'heure. Alors je vais répondre du coup pour la partie plutôt Quercy Énergie. Un petit préalable, Quercy Énergie, donc nous sommes une association, on dépend effectivement de finances publiques, hein, une partie de la région, de l'ADEME, du Conseil général, et on est un outil qui est mis à disposition du territoire. On est un outil qui est mis à disposition du territoire dans une certaine limite qui sont nos moyens humains et donc les financements qui nous sont mis à contribution pour mettre en place ce dispositif. On parlait du coup du conseil en énergie partagée. Et donc aujourd'hui notre limite elle est qu'on a on a Julien, parfois aidé avec quelques autres salariés sur cette mission, mais on ne peut pas évidemment bien sûr prendre dans notre dispositif toutes les communes d'un coup d'un seul. Il se trouve que ce dispositif financier, il a une certaine contrainte, une certaine sécurité dans le temps. Aujourd'hui, on a plutôt une liste d'attente de communes qui voudraient rentrer dans le dispositif que l'inverse. Donc on essaie de répondre au mieux à la demande, c'est une partie de la réponse. Ensuite, notre rôle n'est pas d'aller nous-mêmes dans le coffret éteindre le bouton, dire au maire bon maintenant ça suffit, on éteint parce que vous avez vu, on a un super exposé, une petite vidéo, on a des flyers, on a des prospectus, on a une exposition. On est effectivement dans cette démarche où la question de l'extinction, elle se pose, elle se discute, elle s'échange. Il y a différents arguments et on a vu ce soir qu'on avait effectivement plusieurs prismes pour regarder cette extinction nocturne. Donc nous, ce qu'on aura à cœur, c'est d'éclairer, sans jeu de mots, au mieux les élus et les habitants pour qu'il y ait un choix, une vraie convergence en tout cas de ces divers tenants et aboutissants. Donc en termes de délai de Quercy Énergie, voilà, c'est quand vous voulez, quand on peut, et au plus vous serez à le demander, au plus on aura le soutien effectivement des institutions pour mettre cette
et ce dispositif à contribution des collectivités. Si je peux me permettre également un complément, vous touchiez du doigt une réponse ministérielle sur la problématique des routes départementales en matière d'extinction de la nuit. Alors, je mettrai un petit peu un bémol par rapport à ce positionnement parce qu'on parle ici du pouvoir de police du maire, donc c'est bien localement que les réflexions se passent. On avait fait travailler Maître Talino notamment sur la question de l'extinction dans les zones d'activité économique, où effectivement on a un problème de double compétence, la commune d'une part avec son pouvoir de police lié à la sécurité publique, le pouvoir de police stricto sensu du maire, et le président de l'intercommunalité, enfin non, le conseil communautaire de l'intercommunalité, pardon, qui porte pour sa part la compétence économique et donc porte le pouvoir de police domanial. Et là, les pouvoirs de police s'entrechoquent. La conclusion claire de Maître Talino, c'est que la sécurité publique est prioritaire et le pouvoir du police du maire est celui qui prévaut sur tous les autres, sur sa commune. Le maire aurait pu déléguer son pouvoir de... à la communauté de police. Non, pas le pouvoir de police du maire. Le maire est le seul responsable de l'ordre public sur sa commune. Le pouvoir de police est bien identifié, mais il y a d'autres pouvoirs de police, en l'occurrence le domaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, suggestions? Vu l'heure qui tourne, ce que je vous propose, c'est de faire des questions relativement courtes et précises, de façon à ce qu'on puisse profiter de... Je voudrais poser une question aux Auvergnats et à Quercy Énergie, parce que je suis à moitié auvergnat aussi, mais bon. Je voudrais savoir si vous avez expérimenté les commandes centralisées, genre avec des protocoles de transmission sur des fils pilotes, ou alors avec la technique des CPL, des courants porteurs ligne. Alors, sans rentrer dans la technique, la commune centre, Clermont-Ferrand, a mis en place une commande centralisée qui, à la même seconde pour toutes les armoires de commande, fait varier, enfin gradue l'éclairage public, car il n'éteigne pas bien évidemment sur Clermont-Ferrand. Donc c'est basé sur l'horloge France Inter, c'est basé pardon sur l'horloge France Inter et ça coupe partout au même moment. Enfin, en tout cas, ça évolue partout au même moment. Problème, c'est qu'à Clermont-Ferrand, on a un centre-ville avec des rues très étroites et sombres et des quartiers plus lumineux avec un urbanisme plus bas. Et du coup, ça colle pas forcément en termes de luminosité partout. Donc c'est peut-être le petit bémol, même si c'est très organisé et ça paraît... Je pensais éteindre ou allumer à partir de la commande. Non, clairement non, ça se passe armoire par armoire. Vous imaginez le maire dans sa commune qui... Non, les systèmes automatisés. Non, c'est armoire par armoire. Voilà, pour le coup, la technique évolue aussi et va nous aider dans les prochaines années. Bon, déjà, il faut savoir que dans les toutes petites communes, des armoires de commande, il n'y en a pas 36 000. Donc, on peut assez simplement faire le tour. Maintenant, on est de plus en plus dans l'ère des objets connectés. Et les objets connectés rattrapent aussi l'éclairage public. Et on commence à avoir les premiers luminaires connectés, qui seront, alors évidemment des luminaires plus particulièrement LED, mais qui vont être pilotables à distance parce qu'ils sont reliés à Internet et éventuellement sur le réseau privé de la commune, ou par une petite carte téléphonique. Et de plus en plus, on pourra faire de la commande personnalisée comme on le souhaite. C'est dans l'air du temps. Merci. Alors, je vous propose, de toute façon, on va vous proposer donc un pot pour cette clôture et nos invités, nos experts seront là aussi pour répondre et échanger avec vous. Je prends éventuellement une dernière question et puis je vous proposerai de clôturer là. Non, vous préférez échanger avec eux autour d'un verre? Bon, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je vais laisser M. Ruquier peut-être dire un mot de clôture. Non, rapidement, merci à vos intervenants, merci à vous tous. Bon, c'était une première réunion qu'on fait comme ça avec Quercy Énergie. On essaie de vous éclairer, ça jeu de mots, sur l'histoire de l'éclairage public. C'est vrai que ça inquiète beaucoup les gens maintenant. Source d'économie, comment concilier, si vous voulez, à la fois la sécurité et être parlé juridiquement. Donc,
on va continuer à travailler avec vous. Merci à vous tous les intervenants au bar et merci encore au maire de Martigny.